et donc je vous parle de la scoliose, alors de l'enfant et de l'adolescent. Donc même si vous n'êtes pas amené dans l'avenir à faire de la scoliose, de toute façon, vous en rencontrerez puisque c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui représente, la fréquence est à peu près 1 à 3% de la population standard, alors avec des scolioses bien sûr plus ou moins graves. Donc, pour la définition de la scoliose, donc vous le savez, c'est une déviation de la colonne vertébrale avec une angulation qui doit être supérieure ou égale à 10 degrés. Mais ça, c'est bon pour le plan frontal. En fait, la déformation, elle est dans les 3 plans de l'espace. Pour qu'il y ait une scoliose, il faut qu'il y ait cette déformation dans les 3 plans, comme on peut le voir sur ce scanner avec cette vertèbre qui a tourné avec la rotation vertébrale. Donc, il faut que la déformation soit tridimensionnelle. Alors, comme la vertèbre a tourné, bien sûr, elle s'est déplacée. Alors, on voit qu'il y a le déplacement latéral, ici, le plan frontal, le déplacement dans le plan sagittal avec une inversion, un aplatissement du dos, une inversion des courbures. Ici, la vertèbre, elle est rentrée dans le thorax, et la rotation vertébrale qui entraîne, bien sûr, une déformation des côtes qui s'articulent avec la vertèbre et ce qui est responsable de la gibbosité de la bosse. Et c'est avec la recherche de cette gibbosité qu'on va pouvoir faire le diagnostic de scoliose, qui est en fait un diagnostic au départ qui est clinique. Ce n'est pas un diagnostic radiographique, c'est un diagnostic clinique. Et d'ailleurs, le dépistage s'effectue cliniquement. Donc le diagnostic, il est relativement simple. Il suffit de faire déshabiller le patient, de le mettre au garde à vous. Alors on vérifie bien sûr que le bassin est bien horizontal et on lui demande de se pencher en avant. Et en se penchant en avant, s'il y a une scoliose, il y a une déformation tridimensionnelle, donc la déformation des côtes et la bosse qui apparaît. Voilà, d'ailleurs qu'on peut mesurer si on veut pour quantifier l'importance de la scoliose. S'il n'y a pas de gibbosité, a priori il n'y a pas de déformation tridimensionnelle, donc pas de scoliose. Alors bien sûr, les côtes, elles sont présentes au niveau thoracique, donc la gibbosité, elle est très facile à retrouver au niveau thoracique, mais quand il y a une scoliose au niveau lombaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas les côtes. Donc la gibbosité, elle est moins évidente à retrouver, et en fait, dans ce cas-là, on a le deuxième signe de diagnostic qui est le signe de la lucarne, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le sujet, on lui demande de se tenir droit, les bras le long du corps, et on voit une asymétrie avec ici cette lucarne qui apparaît, et donc là aussi, ça peut faire le diagnostic de déviation et donc la suspicion de scoliose. Ensuite, il est très important de regarder quel est le retentissement de cette scoliose sur l'équilibre du patient, notamment dans le plan frontal et également dans le plan sagittal. Avec un fil à plomb, on positionne le fil à plomb au niveau de C7 et normalement, une scoliose équilibrée, le fil à plomb passe au niveau du pli interfessier. Parfois, on peut avoir un déséquilibre vers la droite ou vers la gauche. Et très important aussi, c'est de regarder le retentissement sur l'équilibre sagittal pour voir l'effacement des courbures, notamment de la kyphose thoracique avec le dos qui va s'aplatir et parfois qui va donner un dos creux. Donc en fait, les flèches, on les mesure avec le fil à plomb au niveau de C7 ou T1, puis au niveau du sommet de la kyphose, au niveau lombaire et au niveau du sacrum. On peut les mesurer et comme ça, on les quantifie pour chaque examen. On voit si la déformation s'aggrave ou pas. Alors tout ça, ça nous amène au diagnostic différentiel de scoliose. Bien sûr, il faut éliminer toutes les déviations de la colonne vertébrale qui ne sont pas dans les 3 dimensions et qui sont une conséquence d'une autre maladie. Le plus fréquent, c'est l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc vous voyez ce patient-là qui vient consulter pour une scoliose, tout simplement, on le voit à la consultation, c'est du vécu, il vient parce que le dos est tordu, on voit effectivement, alors il y a la scoliose, tout le monde est bien sûr affolé, mais en fait c'est très simple à l'examen clinique, on voit que le bassin est totalement déséquilibré, une fois qu'on a fait ça, donc on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en bas, on regarde, on va mesurer les membres inférieurs, on va ajouter une compensation sous le côté le plus court, et on voit que là, on rééquilibre bien le bassin. Et donc là, on peut réellement en faire l'examen et on voit qu'il n'y a pas du tout de scoliose. On voit qu'il n'y a pas d'asymétrie. Donc en fait, le problème vient au niveau des membres inférieurs. Et là, c'est une attitude scoliotique, une déformation uniquement dans le plan frontal qui est liée à l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Si on fait pencher le sujet en avant, on voit qu'il n'y a pas de gibbosité.
Donc ça, c'est relativement fréquent et bien connu. Beaucoup plus rare et un peu plus méconnu, c'est ce qu'on appelle la scoliose raide et douloureuse. En fait, une scoliose, même importante, chez l'enfant ou l'adolescent, n'est pas douloureuse. Et quand on a fait, alors on s'entend par douleur, la douleur, les enfants, on sait que au cours de la croissance, il y en a à peu près 1 sur 2 qui, à un moment donné, vont avoir mal au dos. Mais c'est une douleur qui est épisodique, qui ne les gêne pas trop, qui ne les empêche pas de mener une vie normale. Là, quand je parle de douleur, c'est la douleur qui est quasiment permanente, que l'enfant décrit parfaitement bien, qui va s'aggraver avec le temps et qui est au premier plan. Donc, dans ce cas-là, quand on a cette douleur bien présente et quand elle s'associe à une raideur, à ce moment-là, il faut rechercher s'il n'y a pas une tumeur. Alors la raideur, en fait, on fait pencher l'enfant en avant. Normalement, même quand on a une scoliose relativement importante chez l'adolescent, on arrive à se pencher très facilement et avoir un rachis qui est bien souple. Si l'enfant, quand on lui demande de se pencher, hop, il dit non, je ne peux pas, parce que j'y arrive plus ou j'ai trop mal, il faut faire attention. Donc quand on a ces 2 signes, ou les 2 associés, ou un de ces signes, il faut toujours se dire, ce n'est pas une vraie scoliose, c'est qu'il y a une tumeur dessous, et il faut aller rechercher cette tumeur avant de parler d'autre chose. Pour rechercher la tumeur, eh bien, on a la radio, mais qui n'est pas très, très parlante souvent, donc on va avoir recours soit à une scintigraphie, et dans ce cas-là, vous voyez, c'est un enfant qui avait une douleur du rachis depuis quand même un petit moment. Le médecin traitant avait trouvé la scoliose sur la radiographie, avait dit tu as mal au dos parce que tu as la scoliose, l'avait envoyé chez le kiné, mais ça durait. Et puis finalement, on l'a vu en consultation. Il a suffi de faire une scintigraphie qui a montré cette hyperfixation. On a fait un scanner centré dessus, on a retrouvé un ostéome ostéoïde qu'on a enlevé chirurgicalement et tout a guéri, à la fois la raideur, la douleur et la scoliose. Alors parfois, la tumeur ne se situe pas au niveau de la vertèbre, mais au niveau du contenu, au niveau de la moelle. Et donc ça, c'est le cas d'un enfant qui avait aussi une douleur importante de la colonne vertébrale. Alors sur ce cliché couché, hein, on voit cette déviation avec, vous remarquez, très peu de rotation vertébrale. Hein, il n'y a pas cette déformation tridimensionnelle. En fait, c'est une attitude un peu antalgique qu'il y a. Et dans ce cas-là, on a fait une IRM qui a retrouvé cette tumeur médulaire ici. Voilà. Donc, souvenez-vous bien de ça, c'est rare, mais il ne faut jamais passer à côté parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes. Quand on a une scoliose qui est raide avec une douleur qui est au premier plan, a priori, c'est une tumeur. Jusqu'à preuve du contraire, il faut aller à tout prix rechercher cette tumeur. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on est avec notre diagnostic de scoliose, il faut bien se dire que la scoliose, en fait, ce n'est pas une maladie. La scoliose, c'est un symptôme. Le symptôme d'une maladie qu'il va falloir rechercher. Alors, cette maladie, on va la retrouver dans environ 20% des cas. Il y a plusieurs maladies qui peuvent être responsables d'une scoliose et globalement, on les met en 3 grands groupes. Il y a les scolioses neuromusculaires, les scolioses malformatives ou congénitales, et ensuite les scolioses syndromiques, parmi lesquelles il y en a une surtout qui est à retenir, c'est la neurofibromatose de type 1. Le Marfan, c'est beaucoup plus simple parce que le diagnostic est évoqué assez facilement. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic de scoliose, il est très important de ne pas arrêter là l'examen clinique, et il faut poursuivre cet examen clinique en faisant plusieurs choses. Premièrement, il faut faire un examen neurologique, c'est très important. Alors, dans cet examen neurologique, on peut le faire succinctement, mais il y a un élément qui est très important à rechercher, c'est le réflexe cutané abdominal. Donc, en fait, ça se fait au niveau du nombril avec un marteau à réflexe, et ces réflexes, on en a de chaque côté, un supérieur, un moyen, un inférieur. Si on trouve une asymétrie de ce réflexe ou une abolition du réflexe, à ce moment-là, il faut se dire que c'est probablement une atteinte neurologique et il faut pousser les examens, notamment demander une IRM. Deuxièmement, il faut faire un examen cutané, c'est très important. De toute façon, l'enfant est déshabillé, donc on va voir sa peau, mais il faut bien la regarder et on peut retrouver, comme ici, vous voyez une tache caféolée, plusieurs taches caféolées associées à une scoliose. Ça veut dire qu'a priori, il s'agit d'une neurofibromatose. On peut retrouver aussi des stigmates cutanés, comme ici,
un bout de peau, ou un angiome, ou une touffe de poils. Et ça, ce sont des stigmates d'un dysraphisme spinal fermé, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher en sous-jacent une malformation vertébrale. Enfin, on recherche les signes de laxité. Alors, ça peut être ici, comme avec cet examen-là, le signe du pouce, mais ça, le diagnostic, il est quand même un peu plus connu, un peu plus facile à faire. Mais il faut donc faire tous ces examens quand on fait le diagnostic initial de scoliose. Alors, si on va un peu plus loin dans ces étiologies, les scolioses neuromusculaires, eh ben, parfois le diagnostic il est évident, on n'a même pas besoin de faire les examens parce que c'est de l'enfant soit qui a une paralysie cérébrale, soit qui est myopathe, soit qui a une amyotrophie spinale infantile. Et là, le diagnostic, il est fait depuis longtemps. Le problème, en fait, pour nous, ça va être d'arriver à traiter cet enfant pour éviter qu'il devienne complètement grabataire et très douloureux. Donc, très souvent, le traitement, quand la scoliose a évolué, le traitement est chirurgical et on va chercher en fait à équilibrer l'enfant. Vous voyez cet enfant qui avait une scoliose importante avec une spasticité, il a une pompe à baclofène. On a fini par lui faire une intervention chirurgicale dont le but est surtout de rééquilibrer le tronc et le bassin pour qu'il puisse avoir une position assise stable, éviter l'aggravation de cette scoliose et qu'il ait une qualité de vie qui soit légèrement meilleure. Là, le diagnostic était évident. Mais de temps en temps, le diagnostic, il n'est pas évident et la scoliose va être le premier signe de la maladie. D'où l'intérêt, comme je vous l'ai dit, de faire soigneusement l'examen neurologique. Parmi les maladies pour lesquelles la scoliose est le premier symptôme, il y a souvent la syringomyélie. Et dans ce cas-là, ça se caractérise assez souvent avec une asymétrie des réflexes cutanés abdominaux. Donc ici, c'est un patient qui s'est présenté pour une petite scoliose. On a fait l'examen clinique, on a trouvé une abolition des réflexes d'un côté, on a demandé une IRM qui a mis en évidence, ici vous pouvez le voir, une cavité syringomyélique cervicale, donc avec une dilatation du canal de l'épendyle, cavité syringomyélique qui est liée en fait à une malformation d'Arnold-Chiari de type 1 avec une descente des amygdales cérébelleuses qui empêche le passage du liquide céphalorachidien, donc sa résorption au niveau du quatrième ventricule, donc il va stagner et dilater le canal de l'épendyle. Et donc ça implique que en fait, ce patient chez qui on a fait le diagnostic de scoliose et le diagnostic de syringomyélie avec cette malformation, on va pouvoir l'adresser au neurochirurgien pour le prendre en charge et faire un agrandissement du trou occipital. Alors, deuxième grande étiologie, c'est la scoliose congénitale ou malformative, avec deux types de malformations. D'une part, l'hémivertèbre, que vous pouvez voir ici, cas d'hémivertèbre, vous l'avez ici. Donc, bien sûr, s'il y a la moitié de la vertèbre d'un côté, ça déséquilibre et ça crée une scoliose qui sera évolutive avec la croissance de cette vertèbre. Ça, c'est le premier type de malformation. Deuxième type de malformation, c'est le défaut de segmentation, c'est la barre vertébrale. Donc, imaginons qu'il y ait des vertèbres qui soient fusionnées d'un côté et pas de l'autre. La croissance s'effectue du côté non fusionné, ça va donner une scoliose évolutive. Vous avez un exemple ici avec ces barres ici vertébrales, vous voyez, c'est synostose. Donc, il n'y a pas de croissance là. La croissance se poursuit de l'autre côté et la scoliose va évoluer. Alors, vous pouvez avoir des malformations, ça c'est les malformations de base. Après, vous avez des malformations complexes avec d'un côté parfois une hémivertèbre avec une barre de l'autre côté. Et ça, c'est des scolioses qui vont être très évolutives et qu'il va falloir prendre en charge chirurgicalement relativement tôt. Donc, c'est une malformation. Alors, il faut savoir que cette malformation, elle survient dans les 2 premiers mois de la période embryonnaire et au moment où tous les organes vont se former. Et donc, il peut y avoir au même moment d'autres malformations qui vont se créer et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome de Vacterl, qui est un acronyme et qui regroupe une malformation associant des malformations cardiaques, malformation rénale, malformation au niveau de la main, une atrésie de l'œsophage et une imperforation anale. Alors, ce syndrome de Vacterl, il est plus ou moins complet. On pourra avoir soit une hémivertèbre et une malformation cardiaque, soit une imperforation anale et des malformations au niveau de la main et une hémivertèbre. Mais parfois, on a tout. Tout ça pour dire que si on a une malformation vertébrale, en fait, il faudra quand même rechercher les autres malformations. Bon, certaines
sont déjà connues dès la naissance, l'atrésie de l'œsophage, l'imperforation anale ou les anomalies de la main, mais systématiquement, il faudra compléter le bilan avec une échographie cardiaque et une échographie rénale. Concernant le traitement, si on a affaire à une scoliose évolutive, eh bien, il faudra faire un traitement chirurgical qui se fera relativement précocement. Actuellement, on préconise de le faire vers l'âge de 4 ou 5 ans, quand on a une hémivertèbre isolée. Ici, on a réséqué l'hémivertèbre. Ce patient avait aussi des malformations complexes avec des barres et des cynostoses constales qui sont plus difficiles à traiter, pour lesquelles on a mis en place un système de vecteurs, c'est-à-dire deux tiges qui vont s'allonger, qu'on va allonger progressivement avec la croissance pour essayer de faire grandir artificiellement cette zone. Troisième grand type étiologique, ce sont les scolioses syndromiques, et à retenir, c'est la neurofibromatose de type 1. Donc, il se caractérise simplement par une scoliose et des taches caféolées. Alors, il y a d'autres signes diagnostiques, mais si vous avez la scoliose et les taches caféolées, ça correspond à une neurofibromatose de type 1. Cette neurofibromatose de type 1, elle a quelque chose de très caractéristique, parce que, en fait, la scoliose est souvent dystrophique, c'est-à-dire que les vertèbres, en fait, se délitent et ne tiennent plus. Ça ressemble un petit peu à la pseudarthrose congénitale du tibia, qu'on retrouve également dans la neurofibromatose. Alors, ces scolioses, elles surviennent relativement tôt, en général, c'est vers l'âge de 6 ou 7 ans. Elles sont courtes, ne prennent que 3 à 4 vertèbres, et surtout sont très évolutives. Donc, si vous voyez ça, les taches caféolées, cette scoliose qui a une allure très caractéristique, vous voyez ces vertèbres qui sont totalement déformées, dystrophiques, si vous voyez ça, ces vertèbres, ce n'est pas des vertèbres habituelles de scoliose idiopathique. Et quand vous regardez un autre signe qui est aussi très caractéristique, c'est le scalloping vertébral. Vous voyez, en fait, il y a une expansion tumorale intracanalaire avec ces vertèbres qui sont complètement laminées ici, voilà, ce scalloping. Ça, c'est de la neurofibromatose. Alors, en fait, ces scolioses dystrophiques, elles sont malheureusement très évolutives, et le corset est souvent inefficace pour ralentir l'évolution. Et donc, vous voyez, un des drames de ces scolioses, c'est cet enfant qui est très jeune, a une scoliose dystrophique à l'âge de 5 ans, qui peut paraître modérée. Bon, on va dire, on va mettre un corset pour ralentir l'évolution, mais le corset est inefficace. Si vous voyez, 1 an et demi après, c'est le drame, on a cette scoliose très importante pour laquelle on ne sait plus que faire. Alors que là, il aurait fallu, si on avait fait le diagnostic de neurofibromatose, si on avait connu l'évolution caractéristique de ces scolioses, il aurait fallu faire une arthrodèse circonférentielle sur 3 à 4 segments pour stopper cette aggravation. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de faire ces diagnostics de scoliose secondaire, parce que à chaque type de scoliose secondaire, on a un traitement adapté, approprié. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout dans la recherche étiologique. Et puis on en arrive maintenant au chapitre des scolioses idiopathiques. Donc à partir de là, de maintenant, on ne va plus parler que de la scoliose idiopathique, qui est la scoliose la plus fréquente. Elle se retrouve environ dans 75 à 80% des cas. Alors idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Alors il y a beaucoup de recherches actuellement sur cette cause de scoliose idiopathique, avec 4 axes de recherche principaux. Un axe génétique, plusieurs gènes ont été suspectés, ou des associations de malformations génétiques. Bon, on en est là pour l'instant. Après, il y a un axe de recherche biomécanique. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que certains rachis sont des caractéristiques biomécaniques qui font qu'il y a une instabilité qui va favoriser la création de la scoliose et la poursuite surtout de l'aggravation de la déformation. L'axe neurosensoriel, on pense que il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le sujet, qu'il y a un trouble de l'équilibration. Alors, ça peut être au niveau de l'oreille interne, ça peut être d'autres systèmes d'équilibration qui font que, en fait, on se déséquilibre un petit peu en position debout, et que c'est le primum movens de la déformation qui ensuite va s'aggraver avec la croissance. Et puis, le quatrième axe, c'est l'axe métabolique. La mélatonine a été beaucoup incriminée depuis très longtemps, mais maintenant,
Maintenant, ce facteur, c'est un petit peu en perte de vitesse. On a incriminé aussi d'autres éléments comme la leptine ou la grenine. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ce qui est sûr, c'est que pour les scolioses idiopathiques, on sait par contre que c'est beaucoup plus fréquent chez les filles, à environ une proportion de 80% de filles, qu'il y a un facteur familial certain, ça s'est montré depuis très longtemps, et ça veut dire que s'il y a une scoliose dans la famille, eh bien, la descendance ou la fratrie aura beaucoup plus de risques d'avoir une scoliose, d'où l'intérêt de dépister les enfants, la fratrie, systématiquement. Une autre certitude, c'est que ces scolioses à l'adolescence, quand elles sont toujours à convexité droite, si on a une scoliose où la bosse se situe du côté gauche en zone thoracique, a priori, ce n'est pas une scoliose idiopathique et il faut, dans ce cas-là, rechercher systématiquement une syringomyélie. Donc, en fait, quand on a une scoliose thoracique droite, un examen neuronormal, ça va. Si on a une scoliose thoracique gauche, à ce moment-là, même si l'examen neuro est normal, on va quand même jusqu'à l'IRM. En fait, sur ces scolioses idiopathiques, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement plusieurs étiologies. Donc, il n'y aurait pas qu'une seule étiologie, qu'une seule cause qu'on n'a pas encore trouvée, mais beaucoup d'étiologies qui ne sont pas encore démembrées, qui pourraient être responsables de la scoliose et puis de son aggravation. Alors, on en vient maintenant au bilan radiographique. Bon, là, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que vous connaissez. On va faire une radiographie du rachis de face, grand format, et on va calculer l'angle de Cobb, où on va repérer les vertèbres limites, c'est-à-dire les plus inclinées par rapport à l'horizontale. On va tracer une parallèle au plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure, une parallèle au plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure, et ça va nous donner l'angle de Cobb, qui va nous permettre de calculer l'importance de la scoliose et de la suivre dans le temps pour voir si elle s'aggrave ou pas. En sachant que faut faire attention à la radio parce que la radio, c'est un instantané, c'est une position, et pour peu que le patient puisse se tenir d'une façon ou d'une autre, on peut avoir une variation angulaire de 5 degrés. Ça a été prouvé il y a très longtemps. On faisait une radio à quelqu'un, on attendait 1 heure, on faisait une autre radio, et on pouvait avoir cette différence de 5 degrés. Ça veut dire que la scoliose, elle ne s'est pas aggravée en 1 heure, mais que l'angle de Cobb est un peu dépendant de la position. Donc la radio, c'est un élément qui permet de surveiller, mais l'examen clinique reste aussi très important dans la surveillance de la scoliose. Deuxième élément sur la radio, on va vérifier qu'il s'agit bien d'une déformation tridimensionnelle avec la rotation vertébrale qui est majeure au niveau de la vertèbre apicale. Et pour ça, on utilise la classification de Nashemo, qui est une classification comme une autre. Là où je voudrais insister sur la radiographie, c'est que la radiographie conventionnelle a des limites, qui est l'irradiation qu'on va fournir aux patients. D'autant plus que si on a un enfant qui est relativement jeune et qu'on doit le surveiller tout au long de sa croissance en faisant des radios itératives, eh bien on va lui donner des doses d'irradiation très importantes. Un rachis entier face profil en radio conventionnelle, c'est 3 millisieverts. Et ça correspond à peu près à 1 année d'exposition naturelle. Et a priori, la dose maximale conseillée pour un enfant en croissance, c'est de 10 millisieverts par an, pas plus. Alors on sait sur des études récentes, mais sur des patients anciens, bien sûr, que les patients qui étaient suivis pour des scolioses ont avec une plus grande fréquence des cancers du sein actuellement. Bon, mais là on parle de patients qui étaient suivis il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. À un moment donné, on n'avait pas quand même les outils actuels, mais bon, il faut garder quand même ces éléments en tête quand on demande une radio et quand on fait un suivi de patient qui a une scoliose. Alors actuellement, bien sûr, ça veut dire que, il faut, autant que faire se peut, avoir recours à la radio EOS qui va nettement diminuer la dose qu'on va donner aux patients. C'est ça le gros avantage avant tout du système EOS. Et puis après, les autres avantages, c'est qu'il n'y a pas de distorsion, c'est qu'on a un instantané face profil en même temps et qu'on peut faire des reconstructions tridimensionnelles. Mais surtout, l'intérêt de l'EOS, c'est qu'on va nettement diminuer la dose d'irradiation chez ces patients. Alors bien sûr, avec l'EOS, vous voyez, on peut faire ces reconstructions tridimensionnelles, on peut voir, et surtout l'intérêt, c'est d'apprécier également la rotation des vertèbres et la position de la colonne vertébrale
dans le plan horizontal, ce qui permet de faire des études un peu plus poussées. Alors, il y a un élément qui a du mal à se développer actuellement, c'est toute la topographie de surface, en sachant, donc là, c'est un système qui est totalement non irradiant, où on va avec deux caméras prendre une photo du tronc et voir l'asymétrie au niveau du tronc. Donc, ça permet un petit peu de voir cette asymétrie, de quantifier la déformation, mais actuellement, c'est un système qui n'est pas tout à fait abouti parce qu'on a du mal à faire une correspondance entre ce qu'on peut calculer sur ces stéréoradiographies par rapport à la radiographie standard. À Toulouse, on y travaille pas mal et actuellement, on essaie de faire, d'analyser différemment ce système-là. Donc, on est en analysant la différence de position d'asymétrie entre la droite et la gauche, mais on s'extirpe un petit peu de simplement reproduire une radiographie à partir du système stéréoradiographique. Alors l'IRM, est-ce qu'il faut demander une IRM systématiquement quand on a une scoliose ou pas? Non, il faut pas demander, ça fait partie des bilans complémentaires qu'on demandera uniquement dans certaines circonstances. On peut la demander quand on a une anomalie à l'examen neurologique, ça bien sûr il faut la demander. Vous voyez ici, c'est un patient. Alors vous remarquez, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, ce patient, il avait un examen clinique strictement normal, pas d'anomalie neurologique et pourtant on lui a demandé l'IRM. On peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est très simple parce qu'on voit que ici le cœur est là et que la scoliose, elle avait une convexité gauche. Donc on a dit que c'était les scolioses idiopathiques, a priori, étaient toutes à convexité droite. On a demandé l'IRM et c'est le patient de tout à l'heure chez qui on a retrouvé la syringomyélie et la malformation d'Arnold-Chiari. L'IRM, on la demande également quand on a un rachis douloureux où la douleur est au premier plan, quand on a un rachis qui est raide, et donc dans la thoracique gauche, je l'ai déjà dit, mais pas systématiquement. Alors maintenant, on va en arriver à la classification des scolioses. Alors là, on va utiliser une classification qui est la classification ancienne, mais que j'utilise toujours parce que la nouvelle classification, qui est la classification EOS, qui veut dire Early Onset Scoliosis, classification américaine, à mon avis, n'est pas du tout bonne. En fait, une Early onset scoliosis, c'est une scoliose qui apparaît avant l'âge de 10 ans, mais ça inclut tout type de scoliose, que ce soit des idiopathiques, des malformatives, des neurofibromatoses. Et donc, en fait, l'évolution est totalement différente pour chacune de ces scolioses. Et donc, à mon avis, cette classification Early onset scoliosis a peu d'intérêt. Je reste fidèle à la classification inférieure à 1 an, c'est une scoliose du nourrisson. Scoliose infantile, c'est compris entre 1 an et 4 ans. Puis après, on a les juvéniles, c'est de 4 ans à la puberté. Puis les scolioses de l'adolescent, c'est entre la puberté et la fin de la croissance. Alors pourquoi cette classification est importante, et pour moi c'est la meilleure en tout cas pour les scolioses idiopathiques? Eh bien parce que en fait, l'histoire naturelle de la scoliose idiopathique, c'est de s'aggraver avec la croissance. Elle s'aggrave pourquoi? Parce que eh bien, c'est la loi de Delpech ou la loi de Hueter et Volkmann, c'est-à-dire que vous avez une vertèbre ici, un cartilage de croissance qui se situe là et là. Si vous avez une scoliose, vous avez dans la zone concave une augmentation de pression sur le cartilage de croissance qui va moins grandir, moins se développer. Vous avez une pression qui est moindre sur la zone convexe et donc la vertèbre va se déformer et en se déformant va aggraver la scoliose. Et en fait, la vitesse de croissance de la colonne vertébrale, elle n'est pas linéaire tout au long de la croissance, elle va évoluer par poussée. Et donc, schématiquement, on distingue 3 périodes. On va dire la période de 0 à 5 ans où la vitesse de croissance qui est sur cette courbe bleue est importante, très importante à la naissance, puis la vitesse de croissance reste importante et va diminuer jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis entre 5 ans et 10 ans, c'est le calme, c'est-à-dire que l'enfant, le rachis va grandir, mais moyennement. Et puis, il y a la phase pubertaire où là, à nouveau, la vitesse de croissance va augmenter beaucoup.
puis diminuer, puis la croissance va se stopper. Et donc finalement, cette courbe d'évolution, finalement la scoliose, en fait, elle va suivre cette aggravation, c'est-à-dire que comme la scoliose s'aggrave avec la croissance, en vertu de la loi de Hueter et Volkmann, on voit que avant la puberté, jusqu'à l'âge de 10 ans, la vitesse de croissance étant peu importante, eh ben, la scoliose, elle peut s'aggraver, mais avec une faible pente. L'aggravation sera modérée. Et puis, la même scoliose, si on la retrouve en démarrage pubertaire, eh bien là, ça peut exploser. C'est-à-dire que la vitesse, l'aggravation, elle peut être énorme. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une scoliose qui va s'aggraver de 1 degré ou 2 degrés par an. Et au moment de la puberté, on va perdre 15 degrés en 6 mois et se retrouver d'un angle de 20 degrés en démarrage pubertaire, un an plus tard à 45 degrés avec une scoliose qui sera peut-être chirurgicale. Et donc là, on retrouve dans finalement cette croissance de la colonne vertébrale, on retrouve les phases de classification des scolioses avec, vous voyez, la scoliose du nourrisson au départ, puis la scoliose infantile où la croissance est élevée, puis les scolioses juvéniles où finalement la vitesse de croissance va être un peu plus faible, et puis à la scoliose à la puberté, de l'adolescent à la puberté. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette classification, elle reste encore d'actualité pour les indications thérapeutiques. Alors voilà, ça c'est le grand classique, hein, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui a une scoliose qui fait 30 degrés, il est en plein démarrage pubertaire, et bien si on l'envoie chez le kiné ou on lui fait rien, on dit bon ben c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, on le retrouve un an plus tard, il est déjà, vous voyez, à cet angle-là, enfin ça devient dramatique. Donc ça c'est l'aggravation classique. Alors, quand est-ce qu'il n'y a plus de risque d'aggravation? Ben, normalement, c'est quand il n'y a plus de croissance. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que la croissance est un petit peu compliquée. Et pour ça, il faut une évaluation qui est multifactorielle. Alors, il y a des facteurs cliniques. Le premier, c'est l'âge. C'est le plus mauvais des facteurs, mais bon, on le demande quand même. C'est sûr qu'à 30 ans, a priori, on a fini de grandir et qu'à 10 ans, on est toujours en période de croissance. Mais à 13 ans ou à 15 ans, est-ce qu'on a fini de grandir ou pas? Ça, on ne sait pas, ça dépend de quand va se faire la puberté. Donc après, il faut utiliser d'autres facteurs. Le premier, c'est la taille, très important. Il faut mesurer les enfants à chaque consultation, en taille debout et en taille assise, parce que souvent, le rapport taille debout, taille assise permet d'avoir une approche un petit peu de la fin de la croissance. Ensuite, comme on a affaire à des filles pour la plupart, eh bien sûr, on va noter s'il y a les règles ou pas et la date d'apparition des règles. Et enfin, on regarde les caractères sexuels secondaires avec la classification de Tanner. Et ensuite, on regarde les critères de maturation osseuse. Alors, il y en a un qui est le grand classique, c'est le test de Risser, qui, je vous rappelle, c'est l'ossification de la crête iliaque, donc qui démarre par la partie latérale, puis qui va vers la partie médiale. On divise la crête iliaque en 3 portions, et on a le Risser 1, 2 et 3. Puis, il y a une fusion de cette crête iliaque au reste de l'ilion, c'est Risser 4, et quand tout est fusionné, c'est Risser 5. Ici, vous avez, par exemple, on est à peu près Risser 1 et on va passer en Risser 2, vous voyez. Alors, ça, c'est la classification de Risser, mais Risser, ce qu'il avait dit dans son article, c'est que chez les filles, quand on était à Risser 3, a priori, la scoliose avait tendance à ne plus progresser, et chez les garçons, c'était Risser 4. Voilà, ça c'est le vrai article de Risser, mais après la classification, elle a été extrapolée à partir de cet article. Alors il y a ce schéma qui est important aussi, qui peut nous aider beaucoup. Si on se représente cette partie-là donc de la phase pubertaire avec la vitesse de croissance qui va augmenter, puis ça va diminuer. Donc on est là, démarrage pubertaire, augmentation de la vitesse de croissance, on a un pic ici, puis diminution. Et en fait, comme on a une radiographie du rachis debout de face, on a aussi le bassin. Et sur le bassin, on peut voir le cartilage en Y. Et on peut schématiquement diviser cette période pubertaire en plusieurs parties avec le cartilage en Y et le grand trochanter. Si le cartilage en Y reste encore ouvert, on est au tout début de la puberté. Le cartilage en Y ouvert, le risque il est majeur et on est en plein démarrage pubertaire. Attention, c'est un moment très dangereux pour l'aggravation de la scoliose. Si le cartilage en Y est fermé,
À ce moment-là, la radio du coude, on ne va pas la demander systématiquement pour augmenter l'irradiation, mais on peut se reporter aussi sur le grand trochanter. Si le grand trochanter reste ouvert, on est encore dans cette phase-là avec une croissance encore relativement importante, avec un risque d'aggravation. Et puis une fois que le cartilage du grand trochanter est fermé, eh bien là, on est a priori vers la fin de la puberté et du risque d'aggravation. Bon, bien sûr, ça, ce ne sont que des éléments parmi d'autres. On regarde ces éléments, on regarde aussi les éléments cliniques qui sont très importants. Et après, donc on est en fin de croissance. Alors là, en fin de croissance, comme il n'y a plus de croissance, a priori, on est tranquille. La scoliose, qui s'est aggravée, va pouvoir se stabiliser. Et là, on est tranquille. Mais ça, ce n'est pas vrai pour toutes les scolioses. Et il y a certaines scolioses qui se sont aggravées jusqu'à la fin de la croissance, qui vont poursuivre une aggravation même à l'âge adulte. Voilà. Il va falloir savoir quelles sont ces scolioses. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Ce patient, 23 ans, a priori, on peut être assez rassurant. Et on se dit, il y a une petite scoliose, elle va faire une vingtaine de degrés, 25 degrés. On pourrait lui dire, bah, c'est bon, tu as une petite scoliose, c'est bon, c'est gagné. En fait, ce n'est pas gagné du tout parce que regardez, il y avait un petit déséquilibre, la scoliose était en zone lombaire, 39 ans, vous voyez, dislocation rotatoire entre L3 et L4, une scoliose qui s'est aggravée, qui va partir et qu'il faut maintenant opérer. Donc les scolioses, même minimes, peuvent s'aggraver à l'âge adulte et donc il faudra quand même préconiser une surveillance. Alors bien sûr, pas tous les ans, mais tous les 5 ans, tous les 10 ans, en fonction du type de scoliose, parce que ça peut partir à un moment donné. Vous voyez cette scoliose-là. Alors elle a 35 ans, on l'a surveillée, c'est une scoliose qui est une double majeure, une combinée, bien équilibrée. On peut se dire que bon, ben, c'est bon, a priori, c'est gagné, celle-là, elle ne posera pas trop de problèmes. Mais regardez, 10 ans plus tard, hop, c'est parti, ça y est, ça s'aggrave. Et regardez, il y a une petite amorce de dislocation ici. 50 ans, 5 ans plus tard, vous voyez, entre ces deux, il y a la dislocation rotatoire et tout est parti. Et là, maintenant, c'est un traitement chirurgical qu'il faudra faire dans des conditions un peu difficiles, sur un rachis un peu raide, un patient qui commence à être un peu âgé pour ce type de chirurgie, alors qu'il aurait peut-être fallu l'opérer un peu avant. Mais est-ce que là, il y avait vraiment une indication? Ça reste encore à discuter. Alors, l'évolution des scolioses à l'âge adulte, en fait, elle dépend de plusieurs paramètres et ça a été bien mis en évidence lors d'un symposium de la SOFCODE qui date d'il y a 3 ou 4 ans. Le risque d'aggravation, il dépend, des valeurs angulaires des courbes en fin de croissance. C'est sûr que si vous avez une scoliose qui fait 50 degrés, elle a plus de risque de s'aggraver qu'une scoliose qui fait 20 degrés. Deuxièmement, elle dépend du type de courbure. Et en général, les courbures uniques, thoraciques ou lombaires, entraînent un petit déséquilibre et ont plus tendance à s'aggraver que les doubles majeurs. Mais les doubles majeurs, comme vous avez vu sur la radio précédente, peuvent s'aggraver aussi. Et ensuite, le troisième facteur, c'est l'équilibre global du rachis, à la fois dans le plan coronal et surtout dans le plan sagittal. Donc on en revient à la déformation dans les 3 dimensions avec le plan sagittal qui est important aussi à prendre en considération pour l'aggravation de ces scolioses. Et donc on en vient au traitement. Donc comme on sait que finalement ces facteurs sont risque d'aggravation, eh bien, quels sont les buts du traitement? Il faudra éviter l'aggravation pendant la croissance de la scoliose, pour avoir une scoliose qui soit la plus petite possible, la mieux équilibrée possible pour qu'elle soit stable à l'âge adulte. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, si on y arrive, mais pas toujours, c'est de corriger la déformation. On y arrive dans certains cas, parfois c'est plus compliqué. Dans les moyens thérapeutiques, en fait, il y a deux éléments. Soit on peut faire un traitement orthopédique, ça c'est le traitement classique de la scoliose, et parfois on peut être amené à proposer un traitement chirurgical chez l'enfant. Alors ça, c'est ce qu'on enseigne un peu aux étudiants parce qu'il faut qu'ils aient des bases, ils ne peuvent pas tout connaître, hein, les étudiants en médecine ou les médecins généralistes dans les EPU. C'est de leur dire, bon, ben, si vous avez une scoliose, si elle fait moins de 20 degrés, vous la surveillez. Et si elle s'aggrave, vous nous l'envoyez. Si elle fait entre 20 et 40 degrés, vous nous l'envoyez parce qu'il faudra lui mettre un corset. Si elle fait plus de 40 degrés, de toute façon, il faut l'opérer. Bon, ça, c'est un peu simple. C'est ce qu'on donne aux médecins généralistes, mais en fait, ça ne reflète pas la réalité. Le traitement par corset.
c'est le traitement roi de la scoliose en période de croissance. C'est ce qu'il faut prescrire quand on a une scoliose évolutive. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les types de corsets, il y en a plein, il y a des nocturnes, il y a des, enfin, chacun a son corset, sa petite adaptation. Voilà celui qu'on utilise à Toulouse, c'est un corset CTM. Vous avez la scoliose, alors on va pousser sur la zone déformée, il y a une chambre d'expansion en regard, on met des contre-appuis, voilà la radio avec le corset. Donc, vous voyez, ça répartit mieux les pressions sur la colonne vertébrale et ça permet de guider la croissance et d'éviter l'aggravation. Le corset, il peut être porté à temps complet quand on a une scoliose importante ou une scoliose chez le jeune, ou il peut être porté à temps partiel parce qu'au bout d'un moment, porté à temps complet chez l'adolescent, ça devient un peu compliqué. Alors, le traitement par corset, en fait, voilà ce qu'on fait. C'est un traitement qui va être totalement différent en fonction de l'âge de l'enfant. Et donc là, on en revient à notre classification de scoliose infantile, juvénile et de l'adolescent. C'est-à-dire qu'on va agir en fonction des périodes de vitesse de croissance de la colonne vertébrale. Alors, avant un an, c'est des scolioses qui sont très particulières, qui s'appellent les scolioses, on appelle ça les scolioses du nourrisson. Et ces scolioses ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'elles peuvent guérir spontanément dans 80% des cas, parce que souvent, c'est des déformations qui sont posturales. Et une fois qu'on a éliminé toutes les contraintes au niveau de la colonne vertébrale, elle va reprendre sa place et retrouver sa rectitude. Un facteur pronostic important, c'est l'indice de Meta. C'est-à-dire qu'on va calculer au niveau de la vertèbre sommet l'angle entre que fait la côte avec la vertèbre. Vous voyez comme ça. Donc vous avez un angle d'un côté ici A et de l'autre côté vous tracez le col de la côte et vous avez l'angle avec la vertèbre. Et si la différence entre ces deux angles est supérieure à 20 degrés, ça veut dire qu'il y a une déformation importante et le risque qu'il y ait une scoliose qui soit évolutive plus tard. Par contre, si la différence reste inférieure à 20 degrés, a priori, c'est une scoliose qui devrait guérir spontanément. Bon, ce n'est pas toujours vrai, mais ça donne quand même un des facteurs pronostiques. Vous voyez, dans ce cas-là, en fait, ça a été le cas. Une scoliose posturale, très peu de rotation vertébrale, pas de dystrophie. On n'a rien fait, bien sûr. Et on l'a retrouvée après l'âge de 1 an. Elle a totalement guéri. Voilà. Parfois, ça ne guérit pas. Et donc là, on arrive à des scolioses infantiles qui surviennent entre 1 et 4 ans, ou alors des juvéniles 1 qui surviennent très tôt, entre 4 et 6 ans. Et donc là, c'est une phase de croissance qui est rapide encore de la colonne vertébrale. Et donc, ça veut dire que la scoliose, elle peut s'aggraver, elle peut flamber, ça peut devenir dramatique. Mais aussi, comme il y a une phase de croissance rapide, l'enfant est assez modelable à cet âge-là, et donc on peut assez, je ne dirais pas facilement, mais on peut agir avec des corsets. Le traitement classique, c'était de mettre des corsets plâtrés qui se faisaient sur cadre de Cottrell, donc ça c'est les plâtres EDF, élongation des rotations flexion. Alors on faisait ces plâtres régulièrement sous anesthésie générale, en les changeant tous les mois ou tous les mois et demi, et on corrigeait progressivement la scoliose. Donc vous voyez cet enfant-là, cette grande scoliose-là, et on lui a fait des plâtres, voilà la scoliose sous plâtre, et on renouvelait ces plâtres, puis une fois qu'on avait corrigé la scoliose, on mettait des corsets de Milwaukee. Ça c'est un traitement qui est un peu ancien, mais qu'on utilise encore quand les scolioses ne réagissent pas bien au traitement par corset. Parce qu'actuellement, ce qu'on préconise plutôt, c'est au lieu de faire d'emblée des plâtres, on va mettre des corsets, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour l'enfant, qui peut, d'abord, on n'a pas à faire d'anesthésie générale, on ne les hospitalise pas, ils peuvent se laver, c'est plus confortable, c'est plus agréable. Et voilà, l'évolution d'une scoliose, vous voyez, 35 degrés avec des corsets qu'on met régulièrement, et voilà, 3 ans plus tard, avec une scoliose qui est pratiquement corrigée. Voilà un autre exemple, vous voyez, ça c'est une scoliose diagnostiquée à l'âge de 15 mois, une scoliose infantile, vous voyez, importante. Alors on a commencé à mettre un corset, on l'a fait porter à temps complet, 20 heures à 22 heures sur 24. L'été, on relâche un peu quand il fait trop chaud en juillet-août. Et puis, on reprend le traitement à temps complet l'année suivante, à partir de septembre. Et voilà, on a 15 mois. Vous voyez, à l'âge de 2 ans, on l'a amené comme ça. À l'âge de 3 ans, maintenant, on est à l'âge de 4 ans. On a pratiquement fait disparaître la scoliose, mais on n'a pas guéri totalement parce qu'il restera toujours une petite cicatrice ici, une petite asymétrie. Donc, il faudra malgré tout, même si on va arrêter le corset temporairement, il faudra surveiller l'enfant parce que ça risque de reflamber
à un moment donné, notamment au niveau de la phase pubertaire. Voilà. Mais simplement avec un corset, vous voyez, sans faire de plâtre, sans faire d'intervention, on a réussi à bien corriger cette scoliose. De 5 ans à la puberté, au démarrage pubertaire, mais là on est dans la phase de croissance lente de la colonne vertébrale. Donc là, il y a peu de risques que ça flambe, cette scoliose. Donc là, on va plutôt conseiller de surveiller, d'autant plus qu'on sait qu'à cet âge-là, ça avait été démontré par Stagnara il y a très longtemps, ça s'appelle l'âge heureux. C'est-à-dire que c'est un âge où 50% des scolioses diagnostiquées parfois peuvent diminuer spontanément sans qu'on ait à faire de traitement par corset ni par kiné. Et vous voyez, vous avez un exemple ici, cette scoliose 20 degrés, alors chez un enfant qui doit avoir à cette époque-là 7 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un traitement, un corset d'emblée pour le traîner jusqu'à 15 ans avec son corset, ça va être un enfer. Non, il faut qu'on ait une preuve évolutive avant de le traiter, et à ce moment-là, on le surveille, on le voit 6 mois plus tard, et il a diminué, il est à 8 degrés. C'est l'âge heureux. Ça veut dire que sa scoliose, pour l'instant, n'est pas évolutive. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'aggraver à un moment donné, notamment au moment de la puberté. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça permet de surveiller simplement l'enfant. Il vit normalement, comme les copains, il n'a pas de corset et il est très heureux. Et puis, dans l'évolution, si ça progresse, et bien à ce moment-là, on sera toujours à temps de lui mettre en place un corset. Mais en tout cas, avant la puberté, entre 5 ans et la puberté, il faut avoir la preuve évolutive de la scoliose avant de proposer un traitement. Par contre, à la puberté, c'est différent parce que là, on repart dans une zone de croissance rapide de la colonne vertébrale. Donc, le risque, là, il va être majeur d'aggravation. Et là, vous avez ce diagramme auquel on peut se référer, ce tableau qui a été fait par la Scoliosis Research Society, qui montre qu'en fonction de l'angle de Cobb et de l'âge de l'enfant, le pourcentage de scoliose qui vont s'aggraver. Alors, vous voyez, bien sûr, si vous avez une scoliose supérieure à 40 degrés, à l'âge de 11 ans, 100% vont s'aggraver. Donc là, il faut traiter d'emblée. Si vous avez par contre une scoliose qui fait 19 degrés, vous la retrouvez à l'âge de 10 ans ou entre 10 et 12 ans, 25% uniquement vont s'aggraver. Donc ça peut permettre de voir si on va proposer d'emblée un traitement ou pas. Ce qui est sûr, pour moi, je pense, c'est qu'à la puberté, de toute façon, c'est que la scoliose, dès qu'elle a dépassé 20 degrés, il y a un risque d'aggravation, même si vous voyez ici, il est que de 40%. Donc, en fait, on proposera d'emblée un traitement par corset. C'est ce qu'on a fait pour cette patiente qui a une scoliose bien équilibrée, avec des angulations qui sont modérées, qui doivent faire 25 degrés ou 26 degrés ici. On met un corset, vous voyez, la patiente avec le corset, traitement à temps partiel jusqu'à la fin de la croissance. Il y en a pour à peu près 2 ans de traitement. Et puis après, on lui laisse un dos qui, a priori, sera bien pour l'âge adulte. Et moi, je vais jusqu'à même proposer à la puberté, j'ai très peur des aggravations de scoliose à la puberté. Donc, vous voyez, même pour une scoliose qui fait 20 degrés ici, pour laquelle le risque d'aggravation, il est probablement inférieur à 50%, hein. Mais je préfère les traiter par un corset parce que, en fait, si ça s'aggrave, après, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous voyez, autant avant la puberté, il faut avoir la preuve évolutive, autant à la puberté, une scoliose, ça se traite par un corset. Il y en a pour un ou maximum 2 ans de traitement et le tour est joué. Et puis, on en arrive à la chirurgie. Alors, la chirurgie, il faut savoir qu'à l'âge adulte, les scolioses qui sont importantes et qui évoluent ont un retentissement d'une part esthétique avec une gibbosité qui peut être importante, un déséquilibre du tronc qui vont les gêner énormément. Pour les scolioses importantes qui ont dépassé 70 degrés, il y a un syndrome restrictif en thoracique, donc un retentissement respiratoire, et puis un retentissement fonctionnel certain avec une arthrose, une usure asymétrique, des dislocations rotatoires, qui fait qu'après, à l'âge adulte, ça ne va plus du tout. Alors bien sûr, l'indication chirurgicale, elle ne tient pas compte que de l'angle, elle tient compte un peu du type de scoliose et de l'aspect. Donc l'examen clinique, en fait, il est primordial pour poser l'indication de chirurgicale. Vous voyez, ça, c'est 2 scolioses qui ont à peu près le même angle. Vous voyez, ça fait environ 35, on va dire entre 35 et 40 degrés. Eh bien là, vous voyez bien que celle-là, elle a une scoliose lombaire unique. Si vous analysez l'équilibre, regardez, elle est déjà déséquilibrée. Elle est en train de partir en zone thoraco-lombaire. Ça, c'est une scoliose qui sera évolutive et celle-là,
Si on ne fait rien, on va la retrouver assez rapidement avec la dislocation rotatoire et des ennuis à l'âge de 35 ans ou 40 ans. Donc là, on aura plus tendance à proposer probablement un traitement chirurgical. Bon, on peut essayer le corset au départ, bien sûr, pour voir si on rectifie, mais celle-là, elle est à risque. Par contre, celle-là, elle est moins à risque. C'est une scoliose qui a le même angle, mais qui est bien équilibrée, une double majeure. En plus, celle-là, si on a proposé un traitement chirurgical, il va falloir opérer la thoracique, la lombaire, donc fusionner l'ensemble du dos, alors que le dos est très joli, bien symétrique. Donc, vous voyez ici déjà la symétrie. Vous voyez, déjà cliniquement ici, on peut suspecter que là, ça va poser un problème, alors que là, le dos va rester très joli. En fait, la chirurgie, on la propose quand on a des scolioses qui ont un risque évolutif à l'âge adulte, sachant que ce risque évolutif, il avait été évalué pour le symposium de la SOFCOT il y a quelques années, et on sait très bien que les courbures lombaires ou thoracolombaires qui ont dépassé 35 degrés présentent un risque évolutif. Alors pas certain, mais à partir de 35 degrés, eh bien, c'est pas gagné. La scoliose, elle peut s'aggraver et poser des problèmes. Pour les thoraciques, il faut aller un peu plus haut dans le COB, c'est-à-dire que c'est à partir de 45 degrés que ça peut évoluer. Mais regardez, toutes les scolioses, en fait, peuvent évoluer. Celle-là, bien sûr, elle est relativement importante. Elle doit faire une cinquantaine de degrés. Voilà, mais elle est bien équilibrée. Elle est à 15 ans. L'enfant, il n'a rien, il ne pose aucun problème. Il n'a pas mal, pas de retentissement esthétique, mais tout va bien. Mais est-ce que on le laisse tranquille ou est-ce qu'on lui propose un traitement chirurgical en sachant que, regardez l'évolution à l'âge de 56 ans, là, la patiente, elle est vraiment dans les ennuis. Donc, en fait, il faut faire un peu la part des choses. L'indication, elle se pose à la fois sur l'angle, sur l'équilibre, et puis sur la discussion après avec le patient en lui expliquant bien les choses et les risques dans l'avenir. Et puis après, c'est le patient, bien sûr, qui doit choisir son avenir. Concernant la technique chirurgicale, je serai très rapide. En fait, la chirurgie, c'est des implants. Alors, vous avez des vis, vous avez des clans sous la mer, vous avez des crochets, vous avez tout ce que vous voulez. C'est une technique. Vous faites en dérotation, en translation, en centrage, in situ, tout ça, mais tout ça, vous faites comme vous voulez. Le plus important de la chirurgie, c'est la stratégie. C'est-à-dire que de savoir les courbures qu'on va fusionner et redonner un bon équilibre, en sachant que dans la correction d'une scoliose, en fait, on dit souvent, on l'a corrigé de tant de pourcents. L'angle de Cobb, il était à 50, je l'ai ramené à 10, je suis le meilleur chirurgien du monde. Mais c'est pas ça. Il y a la quantité de correction, ça c'est pas l'élément essentiel, et il y a la qualité de la correction. C'est-à-dire qu'une scoliose qu'on va ramener de 50 degrés à 25 degrés en donnant un rachis parfaitement bien équilibré, ça c'est un bon résultat. Une scoliose qu'on va ramener de 50 degrés à 0 degré avec en sous-jacent une courbure lombaire complètement déséquilibrée, c'est un mauvais résultat. Donc il faut bien se rendre compte de ça et surtout avoir une très bonne stratégie, en sachant que cette stratégie, elle tient compte du cliché de face, de profil. On peut tenir compte également des bendings, mais aussi, très important actuellement, de l'équilibre sagittal. Il faut absolument redonner un très bon équilibre sagittal et donc il faudra tenir compte à la fois de l'effacement de la syphose thoracique, de l'incidence pelvienne, de la courbure lombaire et de l'équilibre global dans le plan sagittal. Juste quelques exemples rapides. Vous voyez ici, c'était une scoliose. Alors, on peut soit mettre des vis partout, soit faire autre chose. Nous, c'est ce qu'on fait ici. On met des crochets, des vis en haut, des vis en bas, des clans sous la mer au milieu. On fait une translation et on redonne. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Un deuxième exemple, vous voyez, avec un montage un peu, avec peu d'instrumentation. Bon, actuellement, on voit beaucoup plus de montage avec des vis partout. C'est pas tout à fait notre philosophie à Toulouse, mais bon, après, c'est comme ça. Je sais pas si on a raison, mais en tout cas, on fait comme ça. Et pour finir, on voit encore ça en France, hein. Ici, voilà, on a encore ces scolioses historiques, il y en a pas mal. Alors, pourquoi? Parce que, un, ils n'ont pas mis le corset, mais deux, pas diagnostiqué. Et on a affaire à ce traitement. Et alors la mode actuellement, c'est de proposer ce qu'on appelle des VCR, c'est-à-dire qu'on va faire une résection de la colonne vertébrale et puis on va corriger tout ça. Mais c'est un traitement qui est lourd, qui est très risqué et pour moi, qui n'a que très peu d'indications dans ces scolioses infantiles qui ont évolué. Autant ça a des indications dans les scolioses malformatives, autant là, il y a peu d'indications. Et on a maintenant de plus en plus recours à un traitement qui était passé de mode il y a un certain temps, mais qui revient
complètement à la mode maintenant, qui est la traction préopératoire. Donc, vous voyez cette scoliose importante. Et en fait, on va la préparer. On va mettre une traction par un allocranien. On va la tracter pendant environ un mois. On va mettre entre 30% et jusqu'à 50% du poids du corps. Ça va permettre d'assouplir, de gagner pas mal de corrections. Puis, on va opérer ces enfants. Et vous voyez le résultat avec ici, donc ça c'est le pré-op, on l'a tracté, puis le post-opératoire immédiat avec quand même une correction qui est assez satisfaisante. Et l'enfant avant, un an après, et puis 2 ans après la chirurgie. Voilà. Juste pour finir, pour vous rappeler les éléments clés, donc c'est une déformation tridimensionnelle, hein, c'est très important. Donc, il y a une gibbosité qu'il faut avoir recherchée, qui permet de faire le dépistage de la scoliose et le diagnostic. Que la scoliose, ce n'est pas une maladie, que c'est un symptôme, donc il faudra rechercher toutes les scolioses secondaires, c'est très important. Pour la scoliose idiopathique, peut-être qu'on aura la solution dans quelques années et qui chamboulera complètement le traitement de la scoliose. Voilà. Enfin, pensez à la croissance, hein, que la scoliose, ça s'aggrave avec la croissance, mais que la croissance, elle n'est pas linéaire chez les enfants, donc il faut adapter le traitement à la phase de croissance de l'enfant. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Eh bien, merci vraiment, merci. C'était une conférence d'enseignement qui était riche, claire, intelligente. Merci, merci beaucoup. Mais quand même, c'est compliqué. Il faudra le revoir. Donc, je l'ai enregistré et nous le mettrons en ligne. Vous pourrez le voir et le revoir. Maintenant, je vous propose de faire un petit débat qui c'est pas forcément que des questions à l'orateur. Ça peut être un débat même entre tous les participants sur une question donnée. Et pour ce débat, si vous voulez poser une question, vous ouvrez votre micro, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut parler. Vous attendez qu'on vous donne la parole et je suis au courant de savoir qui a envie de parler. Moi, je vais poser 2-3 questions pour lancer le débat. Est-ce que tu vois encore des scolioses sur poliomyélite? Ou est-ce que ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. En tout cas, en France, on n'en voit plus. Et même à l'étranger, j'avoue que j'avais fait je fais pas mal de missions au Vietnam, en Birmanie, tout ça. Au départ, il y a 20 ans, on voyait pas mal de poliomyélite, maintenant on n'en voit plus une. Il y en a ça n'existe plus. Alors en Afrique, bon, j'y vais moins, mais j'ai l'impression que ça disparaît quand même. Pour ça, il faut lutter contre ces campagnes anti-vaccination qui se font maintenant et qui c'est complètement stupide. Et donc, moi, j'ai des questions pour l'adulte. Quelles sont pour toi les indications chirurgicales chez l'adulte? Est-ce qu'il y en a puisque la scoliose n'est pas douloureuse? Ah non, chez l'adulte, ça devient douloureux. Une scoliose qui évolue chez l'adulte, ça devient, ça déséquilibre, deux, ça entraîne des douleurs, et ça déséquilibre surtout dans le plan sagittal, c'est-à-dire que c'est des patients qui se retrouvent complètement en syphose lombaire, qui parfois, on les voit, ces adultes-là, qui sont obligés de prendre la canne après. Si, une scoliose chez l'adulte, il y a des indications. Le problème, c'est que pour la même chirurgie, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'il y a une raideur, ils ont des comorbidités, les résultats c'est plus difficile. C'est pour ça que on conseille quand même de faire cette chirurgie chez les jeunes parce que ça se passe de façon relativement simple et ça les protège pour l'avenir. L'adulte, c'est plus compliqué. Une dernière remarque, chez l'adulte, souvent, nous passons à côté de la scoliose parce qu'on s'est contenté d'une radiographie du bassin. D'ailleurs, à l'EOS, il n'y a pas d'agrandissement. Et ces radiographies, qui fait que ça oblitère l'EOS, mais on découvre pas mal d'inégalités de longueur des membres inférieurs. Et si en voulant faire une prothèse, on corrige cette inégalité, certains patients le supportent mal parce qu'ils avaient une scoliose sous-jacente. Et donc, est-ce que tu trouverais normal qu'on laisse un certain déséquilibre pourvu qu'il y ait un certain confort? C'est-à-dire que l'inégalité, normalement, une inégalité, ça donne pas de scoliose, a priori. Non, mais ils ont l'association, une vraie scoliose et une inégalité d'un centimètre. Tu vois. Ils peuvent avoir un déséquilibre, une asymétrie qui est liée à la scoliose. À ce moment-là, si tu le corriges, tu leur chamboules un peu tout et peut-être ça devient ils n'aiment pas trop. C'est-à-dire que autant les enfants, on peut modifier la forme du dos, l'ensemble, ils tolèrent bien, autant chez l'adulte, une fois que tout est un peu fixé, on a du mal à s'adapter. La plasticité, elle est moins bonne pour tout.
Donc, on fait des prothèses. Attention chez le scoliotique, il faut Ah mettre oui, le cal, vérifier si ça vaut le coup de le corriger ou pas, comment il le supporte. oui. François Loubignac, c'est le premier à Oui, vouloir poser une question. oui. Alors moi j'ai deux petites réflexions. Dans ma formation que j'ai faite à Lyon et puis je suis passé au centre Livet, à l'époque on parlait de l'évolutivité quand on perdait 5 degrés à plus de 3 mois de contrôle pour savoir éventuellement si on débutait un traitement orthopédique dans une scoliose infantile ou pas. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Non, je ne pense pas. Moi, je me suis toujours, je connais ça, l'évolutivité. Avant de traiter, on disait, avant de traiter une scoliose, il faut avoir la preuve évolutive. Moi, Ouais. je n'ai jamais compris ça. Parce que quand on voit une scoliose qui a 30 degrés, est-ce qu'il faut attendre la preuve évolutive pour la traiter? Alors que si on avait vu cette scoliose un an avant, on aurait eu, avant, forcément, elle était à 0 degré, une scoliose idiopathique, on s'entend. Oui, oui. À un moment donné, elle a évolué. Donc, en fait, moi, je me base plus sur les périodes de croissance. C'est-à-dire que chez le jeune, avant la période pubertaire, il y a peu de croissance, le risque évolutif n'est pas important. Donc, on peut se permettre d'attendre, de voir si elle a un risque, si elle évolue ou pas. Alors qu'en période pubertaire, si on attend 6 mois, elle peut flamber, on peut perdre 10 degrés en 6 mois. Et finalement, on se rend compte que si on met un corset, bon, probablement on aura traité par excès 50% des patients, hein, on est d'accord, hein, si on les traite à 20 degrés. Mais au moins, on est sûr que on va les contenir. Et puis le traitement, il n'est pas très long. Enfin, pas très long, c'est 1 à 2 ans de corset. Voilà. Voilà comment je fais. Après, avoir la preuve évolutive avant de traiter toute scoliose, on ne s'en sert plus beaucoup, non. Thomas Aka, Ok. une question. Thomas, tu prends la Oui, parole. oui. J'avais une petite question par rapport euh, au traitement par plâtre EDF. Est-ce que vous avez un âge limite pour entreprendre ce genre de traitement ou est-ce que vous considérez qu'on peut même traiter les adolescents? Non, nous, on traite les scolioses infantiles ou juvéniles par plâtre EDF. On ne traite pas enfin, infantiles et juvéniles 2, 3 à l'adolescence, on ne les traite pas. Ça se fait. Il y a certains services qui font, hein, c'est le plâtre coup de fouet, hein, c'est-à-dire que en fait, avant de faire le traitement par corset, si on a par exemple une scoliose qui fait 45 degrés, on va dire on va mettre un plâtre, comme ça on va la faire basculer à 30 degrés, et puis après on démarre le traitement par corset. Ça peut se faire, ça se dépend, on ne fait pas. Je dois dire qu'actuellement, les techniques chirurgicales ont quand même pas mal évolué. Le traitement chirurgical fait partie de l'arsenal thérapeutique. C'est un traitement comme un autre qui rend de grands services, mais c'est à discuter, hein. Mais je pense que certes, je sais que certains services le font encore, mais c'est en train d'être quand même un petit peu abandonné. Et si je peux enchaîner sur une deuxième question, quel est votre ressenti sur ce genre de traitement EDF? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui marche vraiment par rapport au corset ou pas du tout? Parce que c'est quand même assez agressif Disons avec que l'anesthésie. là, c'est ce que j'ai montré un petit peu, c'est-à-dire que actuellement, nous, on démarre, pour les scolioses infantiles, on démarre par un corset standard, et puis on voit si ça marche bien. Je dois dire que dans 80% des cas, ça marche bien parce que le corset est bien porté, que la famille est compliante, l'enfant aussi, et on a de bons résultats. Si on a un échec avec ce traitement, c'est-à-dire que le corset n'est pas porté ou qu'on n'arrive pas parce que parfois le corset c'est un peu compliqué à faire pour avoir une bonne correction, et à ce moment-là, on se reporte au plâtre EDF, mais on le fait en deuxième intention, parce qu'effectivement, c'est quand même un traitement relativement lourd, hein, parce il faut venir tous les mois à l'hôpital, anesthésie générale, le dos, on l'abîme un peu, quoi, hein. La peau en tout cas. Clément Jandel, on t'écoute. Mets ta caméra, c'est plus sympa si tu peux. Mais sinon, Je ne suis pas sûr que ça marchait, excusez-moi. J'avais une question concernant votre prise en charge des scolioses dans le cadre syndromique équivalent type Prader-Willi dans le cadre de grosses hypotonies axiales et de troubles comportementaux où souvent le corset est mal toléré. Est-ce que vous avez des indications chirurgicales plus précoces? Dans le Prader-Willi, ouais, on met les corsets. Après, le corset il est mal toléré parce qu'en plus, ils ont quand même une obésité relativement importante, donc on a moins d'efficacité. Je dois dire non, je n'ai pas d'indication plus précoce, mais pour tous les patients, si on voit à un moment donné à la puberté que ça échappe au traitement, parce que le corset n'est pas mis ou parce que la scoliose elle continue à évoluer, même si le corset
est correctement mis, à ce moment-là, je propose un traitement chirurgical. Voilà. Après, c'est vrai que pour certaines scolioses, parfois il y a des scolioses où je ne mets pas de corset du tout. Hein. Quand on voit, par exemple, l'autisme, c'est vrai qu'il y a des patients, on dit non, c'est pas possible, mais là, on explique tout ça à la famille. Hein. On leur dit que le corset, ça ne sera pas possible, ou on peut l'essayer, mais et puis on dit ou on le met pas, et puis on dit il faudra probablement faire l'opération. Tout dépend des relations. C'est très. J'ai pas de règles pour ça. C'est très dépendant du patient qu'on traite. Voilà, chaque patient est différent et à chaque patient on adapte le traitement. Parfois, quand on propose un corset, même si on est persuadé qu'il faudrait un corset complet, il ne va pas être accepté. Chez certains patients, on le laisse à temps partiel et on voit un peu ce que ça donne. C'est pas. Voilà. Jean-Marc Vital, bonjour, je suis content de voir que tu aies pu traverser cette épidémie. Non, puis on est content de vous voir, puis je fais la bise à Jérôme. Là. Juste une question. Là, c'est un cours magnifique pour les internes, on est d'accord. Hein? Oui. Donc, tu ne parles pas du tout de la classification de Lenké, ça me fait un plaisir intense, parce que cette classification américaine est un peu complexe. Je suis très content que tu n'aies pas parlé. Parle-moi quand même, dis-en un petit mot, là, parce que dans les publications, on n'y coupe pas cette classification. Alors pourquoi tu n'en parles pas comme je n'en aurais pas parlé non plus? Je suis d'accord avec toi. Vas-y, dis-moi. C'est le diktat américain avec l'Early Onset Scoliosis, c'est la classification de Lenky. Là, on a tout dit. La classification de Lenky, à mon avis, je la trouve imbitable, si on peut le dire. Même pas imbitable, elle est incomplète et elle est pas bonne. Elle part du principe d'abord que les scolioses thoracolombaires n'existent pas, qu'il n'y a que les lombaires, donc elle est en 6 stades. Hein. Il a fait bon, après, il a mis le profil dessus et elle tient compte en fait du bending, de la réductibilité au bending. Donc de là, on va les classer en type 1, type 2 en fonction de si la lombaire se réduit au bending ou pas de plus de 25 degrés, ou je sais plus. À mon avis, elle est mauvaise. Enfin, tu as bien fait, Pampa. Bravo. Tu as d'autres questions, Jean-Marc? On va un peu féminiser. Mathilde Payenne va nous poser sa question. Bonjour, moi j'aimerais savoir un petit peu quand est-ce qu'on pose l'indication de la traction. Est-ce que c'est en fonction de l'angle de la scoliose ou plutôt en fonction de la courbure de la scoliose? C'est quand une scoliose est quand même relativement importante et raide, je dirais. Il y a pas, je ne vais pas dire qu'à 75 degrés, on fait. C'est vrai que quand on a une scoliose qui est relativement courte et qu'on a l'impression qu'elle est très raide, on va plutôt vers une traction préopératoire. Quand elle est plus importante, mais plus longue, où on a l'impression qu'elle se réduit pas mal, à ce moment-là, on pose moins l'indication. Mais bon, globalement, dès qu'on a un angle, enfin, pour faire un peu simple, dès qu'on a atteint 80 degrés de scoliose, après, là, on commence à se poser l'indication de faire une traction préopératoire. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. D'autres précisions que tu voudrais donner, Jérôme? Ils t'ont posé de bonnes questions. Ah, je vois Chahine assis. J'avais une dernière, moi aussi. Bon. Ah non, c'est François qui parle? Oui. Un des deux. Je donne la parole à Chahine. Oui. Bonsoir à vous tous et merci pour cet excellent exposé. 2 questions. Est-ce que vous faites des clichés en suspension en préopératoire? Non, j'en fais pas, mais je pense que ce serait pas mal d'en faire, mais je dois dire que l'évolution actuelle, elle fait que c'est compliqué maintenant de demander ces clichés en traction. Mais c'est dommage. C'est dommage. Alors, je sais que ça peut se faire dans les os, mais qu'il y a eu quelques déboires avec la traction dans les os. Voilà, mais c'est dommage. Autant les bendings, je pense que c'est moins indispensable. Autant le cliché en traction, je trouve que c'est pas mal. Alors, moi, je demande un cliché couché, tout simple. C'est quand même assez informatif.
mais je ne fais pas le cliché en traction. Mais je reconnais que pour ceux qui ont la possibilité de le faire facilement et d'avoir des bons clichés en traction, c'est bien. Il faut continuer. Deuxième question. Quel est le management post-opératoire des scolioses que vous opérez chez les adolescents? Je veux dire par là, est-ce que vous mettez un corset de protection en post-opératoire ou pas de corset? Scoliose idiopathique, non, jamais. Jamais. Non, après, non, non. On fait, après, pour les scolioses neurologiques, j'en mets assez régulièrement, pratiquement systématiquement, plus pour rassurer les parents que vraiment par nécessité. Mais souvent, les parents le réclament après parce qu'ils ont peur pour manager l'enfant. Mais bon. Mais actuellement, non, l'indication de corset post-opératoire, elle a nettement diminué. Moi, j'ai Même, Ah, pardon. même pour le côté antalgique pendant 10-15 jours post-opératoire? Ah non, non, pour l'effet antalgique, j'en mets pas du tout. Je pense pas que ça soit. Enfin, bah après, dans mon expérience, non, j'en mets pas pour les idiopathiques. Donc après, je peux pas dire si ça a un effet antalgique ou pas. Je pense pas trop, mais bon, je sais pas. Merci. Moi, j'ai une question par écrit de Omar Amelal. D'abord, il te félicite pour cette belle présentation. Avez-vous une expérience concernant les techniques de modulation de croissance mini-invasive, VBT, pour les scolioses infantiles? J'en ai pas parlé volontairement parce que pour moi, ça ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique de la scoliose actuellement. Alors, c'est la grande mode maintenant, c'est très médiatisé, ce n'est pas bien, je dis sincèrement, parce que c'est une technique dont on n'a pas la preuve de son efficacité, de son innocuité, de son effet à long terme. Cette technique, elle a démarré dans les années, ça fait plus de 15 ans maintenant. C'était Lenki qui avait fait le premier cas, qui avait donné un excellent résultat. Il avait publié à propos d'un cas, une scoliose qui faisait 40 degrés, il avait mis la modulation de croissance, il avait corrigé la scoliose au bout de 2 ans. L'enfant n'avait pas fini sa croissance, on n'en a plus entendu parler. D'ailleurs, il n'y a plus rien depuis. Puis Newton, lui, a essayé, a publié, a fait des études expérimentales et a donné quelques bons résultats, mais actuellement a arrêté. Il vient de publier récemment sur sa série où on voit que la moitié des patients ont mal évolué et la moitié ont dû être arthrodésés. Donc actuellement, c'est une technique qui peut avoir quelques rares indications, je dirais, mais très rares indications qui doivent être bien posées, mais il ne faut pas le mettre à tous les patients. Enfin, je trouve que ce serait un drame de le mettre à tous les patients. Donc, moi, mon avis, c'est qu'il peut y avoir 1 ou 2 équipes qui en font, mais qui disent rien et qui nous montrent les résultats dans 5 ans ou dans 10 ans, disant voilà, ça marche ou ça ne marche pas et voilà les indications. Mais en mettre actuellement, comme c'est la mode à tout le monde, c'est dramatique. Voilà mon avis, mais après, c'est que le mien. François Loubignac. Oui, une dernière petite précision sur les scolioses, sur les attitudes scoliotiques, sur les inégalités de longueur des membres inférieurs. C'est vrai que maintenant, on n'en voit plus, mais avant, quand il y avait des polios, il y avait des grandes inégalités, ou des fois dans les épiphysiodes post-traumatiques. Enfin, moi, de ce que j'avais appris, c'est vrai que maintenant, je ne suis plus un scoliologue, mais l'attitude scoliotique, au bout d'un moment, si on ne la traite pas, elle peut se structuraliser, non? On peut avoir une vraie scoliose sur une inégalité de longueur, je ne sais pas, 15 ans après une inégalité non traitée. Non, c'est une fausse donnée que j'ai là? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que là, on parle d'inégalité. Actuellement, le problème, enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs, c'est que les inégalités, en fait, on les traite. Disons que soit on parle de l'inégalité importante, c'est-à-dire qui va dépasser 3-4 cm. Tout à fait, oui. Actuellement, celles-là, on ne la voit plus parce qu'elles vont être toutes traitées avec les systèmes actuels de traitement. Les clous d'allongement, tout ça, c'est un traitement qui s'est fait, on voit plus les polios, on voit plus, voilà. Donc après, la petite inégalité qui va faire 2 cm, à mon avis, elle ne peut pas être source de scoliose. Ce que je pense, c'est que quand on a une inégalité, qu'on fait la radio avec cette inégalité au garde à vous, bien sûr, on a le bassin qui est déséquilibré, on a l'attitude scoliotique, mais dans la journée, quand est-ce qu'on est dans cette position? Jamais. On est assis, on est debout, on marche, on est sur une jambe, sur l'autre. Donc, vraiment, pour structuraliser quelque chose, à un moment donné, il faut. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça. Enfin, voilà. Ça va, merci. D'autres questions?
Plus de questions, ça se termine. Ben, on va encore te remercier 1000 fois parce que c'était vraiment intéressant. Le débat aussi était intéressant. Merci à tous. La prochaine fois, ça sera lundi prochain, le 25 mai, et c'est le professeur Nicolas Bonnevial qui nous parlera des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Un sujet important. Pas de remords. Ah, si, une question, je vois, ça revient. Allez, tant pis, on continue à discuter. Il y a pas... Nabi Joukada, on t'écoute. Oui, bonjour, c'est Nabi Joukada de CHU Sainte-Justine à Montréal. Merci, M. Saldegosi, pour la excellente présentation. J'ai juste une petite question par rapport aux scolioses qui sont vraiment très importantes. Est-ce que vous pensez que la traction à l'eau qu'on fait sur une période d'1 mois, est-ce que ça peut ou ça va remplacer les relâches antérieures pour ces scolioses? Je suis très heureux de t'écouter, Nabi, de t'entendre. J'espère que tu vas bien à Montréal. Ça me fait plaisir de t'entendre. Actuellement, alors moi, ce que je faisais, c'est qu'avant, je faisais traction, puis on faisait temps antérieur, temps postérieur. Et c'est vrai qu'actuellement, la thoracotomie, enfin la dissectomie antérieure, bon, on sait que ça a des conséquences. Il y a une cicatrice, hein, donc des conséquences sur le plan de respiratoire, même si on peut le faire par thoracoscopie ou je ne sais comment. Donc actuellement, on n'en fait plus. Donc on fait traction et temps postérieur uniquement et en faisant des ostéotomies vertébrales de type ponté. Hein, et ça remplace. Et moi, actuellement, je n'ai plus d'indication de faire les doubles voies pour les scolioses, les scolioses raides. Enfin, scolioses idiopathiques qui ont dépassé 100 degrés. Je préfère les traiter par traction à bord postérieur unique en faisant des ostéotomies étagées de type ponté. Et en général, on arrive à pas mal corriger. Voilà. Merci. Monsieur Bonnel, François Bonnel. Oui. Je répète, c'est très très bien, c'est très intéressant. Merci pour votre spécialiste. Je m'intéresse au plan fondamental. Quand on fait les os, vous avez montré la courbure globale de torsion. C'est l'interprétation que l'on a. Oui. Oui. Et alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la mesure intrinsèque entre les deux vertèbres, la torsion, parce que la dislocation rotatoire, à mon sens, elle doit partir, c'est le château de cartes, sur un endroit précis. Et si on arrive à bloquer ce trouble rotatoire entre deux vertèbres isolées, eh bien, on n'aura plus la répercussion au-dessus et au-dessous. Alors, quels sont les moyens de mesure que vous avez, puisqu'on n'utilise pas le scan? Et les os, ce n'est pas évident. Enfin, moi, voilà, ça me pose des problèmes. La torsion intrinsèque entre deux vertèbres, lesquelles sont les plus instables? Oui, mais ça, il faudrait pouvoir le déterminer. Mais il y a des théories sur l'évolution de la scoliose et le primum movens, même de la scoliose, sur l'instabilité à un niveau, hein, qui fait qu'à un moment donné, il y a une zone d'instabilité, puis ça part, et puis la scoliose va progresser. Mais les moyens je ne peux pas vous répondre précisément là. Mais effectivement, ce sont des voies de recherche. Non, mais j'ai compris. Et deuxièmement, l'idée de la déformation thoracique, parce qu'il y a un certain nombre de papiers sur les conséquences thoraciques et les approches thoraciques plutôt que vertébrales. Oui. Les Américains, enfin certains en parlent un peu plus que d'habitude. Avec Di Miglio, on a regardé un peu tout ça. Non, je sais, non, je peux, mais est-ce que vous pouvez préciser la question parce que Oui, mais c'est qu'on parle le primum movens, enfin, du moins la conséquence au primum movens serait thoracique, enfin secondairement, et qu'il faudrait plutôt s'occuper de la colonne thoracique, enfin de la thoracique, que de la colonne réellement. Voilà, enfin bon. C'est une réflexion. Oui, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est vrai que c'est des sujets très intéressants de recherche, mais là, je ne peux pas. Non, je n'ai pas de réponse fiable à vous apporter. Très bien, bravo, continuez. D'autres questions? On arrête là pour de bon cette fois-ci? Bon, c'est quand même bien, on est passé de Beyrouth à Montréal, par Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon. On s'est un petit peu promené, c'était bien, j'ai adoré ça. Jean-Marc, tu veux encore poser une dernière question? Non, je veux juste vous dire bonjour. Dire au revoir.
Bon, je rappelle que la semaine prochaine, c'est donc les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus par le professeur Nicolas Bonnevial. Et venez nombreux parce que je crois que c'est une bonne méthode de faire de l'enseignement sans se déplacer, sans déplacer d'argent. Et puis moi, c'est une technique d'enseignant, ça m'apprend beaucoup. Toutes ces conférences m'apprennent beaucoup sans que j'ai à travailler. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter là et je vous rappelle donc que c'est enregistré et que dès ce soir, ça sera en ligne et vous pouvez le récupérer sur la ligne que je vous ai mise sur l'invitation. C'est-à-dire dans le dossier, on y met toutes les conférences. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.